bonsoir et bienvenue pour ce nouveau pitch Villa M. Alors, pour ceux qui la découvrent, Villa M, c'est un réservoir de prévention et d'innovation en santé, duquel émanent des initiatives qui sont pensées par des soignants, pour des soignants, mais aussi pour des personnes qui sont soucieuses de leur santé et de leur bien-être. Alors, je vais citer pêle-mêle, parce qu'il y a des initiatives, il y en a, et des projets, il y en a beaucoup. Box et SAS de récupération à l'hôpital. Accélération de start-up en santé. Formation, en particulier formation sur les risques psychosociaux. Programme d'entraide. Soutien à la recherche médicale. Accélération de start-up, je l'ai peut-être déjà dit, ça je ne sais plus, et cycle de conférences comme ce soir sur des grandes thématiques de santé et sur des avancées scientifiques. Alors, docteur Pourchet, en tant qu'administrateur de groupe Pasteur Mutualité, qui est la matrice de ce réservoir dont je viens de parler, vous êtes un familier des lieux. Je vous situe un petit peu plus. Vous êtes chirurgien viscéral et digestif et vous êtes membre de l'Académie nationale de chirurgie et vous venez d'écrire un ouvrage qui s'intitule L'obésité, une maladie du siècle et n'est ni une faute ni une fatalité. Voilà, aux éditions XO. Donc, en fait, vous dites, n'en déplaise à certains, vous dites l'obésité, c'est une maladie à part entière. Voilà. Vous la qualifiez même de fléau, et voire de pandémie. 1 milliard, je crois, de personnes dans le monde en 2024 recensées obèses, et ça ne va qu'en progressant. Bon, donc... il y a vraiment un signal d'alerte là que vous donnez et vous dites même que la culpabilisation des malades est un facteur aggravant et entrave la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. Alors ce soir, vous allez nous expliquer ce qu'est cette pathologie et puis qui sont les professionnels de santé qui sont concernés par cette maladie. Ils sont en fait nombreux. Et puis bien sûr, quelle prise en charge durable pour les personnes concernées. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à tous d'être présents. Je suis très heureux effectivement de pouvoir intervenir et puis très fier dans cette Villa M qu'on a bâtie. Vraiment, c'est un enjeu très important. Il y a également une maison de santé, tu l'as pas cité Marina, donc, qui est au sein de la Villa M. Donc c'est vraiment un lieu de soins, d'accueil, d'innovation. Donc aussi très impatient de pouvoir vous parler, de partager. Alors je pense qu'il y a des soignants dans l'auditoire, des personnes qui sont un peu aguerries à ces principes-là, mais je crois qu'on est vraiment dans un enjeu. Alors je vous ai mis mes liens d'intérêt, bien sûr, c'est des obligations qui sont importantes. C'est très très important de reconnaître la maladie obésité comme telle. Alors c'est déjà le cas, puisque depuis 1997, l'OMS le reconnaît en tant que tel, basé sur des définitions d'indice de masse corporelle essentiellement. Alors vous avez peut-être entendu dire, il y a des publications d'il y a quelques jours qui remettent en question ces éléments, mais attention de ne pas revenir en arrière en termes de reconnaissance de la maladie. Donc c'est une... Oh là, pardon, il y a un chrono. Donc c'est une véritable maladie. Pourquoi ça m'a mis ça? C'est pas grave, je suis désolé. Donc c'était pas tout à fait comme ça que ça devait s'animer. Donc on voit quand même l'essentiel. Donc, ce qui est important sur cette diapositive, je voulais passer un petit peu de temps parce que bien sûr c'est une maladie et c'est pas une faute. Encore aujourd'hui, quand on voit une personne en souffrance, en situation d'obésité, on dit oh là là, quand même tu pourrais faire un régime, tu pourrais faire plus de sport, te bouger, réagis. Et ça c'est insupportable et c'est une erreur colossale. On est véritablement face à une maladie telle que le définit l'Académie de médecine. On a des troubles de fonction qui touchent la personne dans son ensemble avec une même cause, qui est l'accumulation de graisse dans le corps. Donc,
aucun doute, c'est une vraie maladie et pas autre chose. Alors, la définition, elle est complexe, on va le voir par la suite. Je vais essayer de vous traiter pas mal de tous ces points. Ça va être assez complet, j'espère que je ne serai pas trop long. Mais surtout, je voulais insister sur le fait que, comme toutes les maladies, surtout les maladies chroniques, eh bien, c'est-à-dire une maladie chronique, c'est une maladie qu'on a toute sa vie. On n'en guérit jamais vraiment. Et on a des facteurs aggravants et on a des causes. C'est très différent. Pour le diabète, qui est une maladie chronique, tout le monde le sait, ce n'est pas parce qu'on mange du sucre quand on est petit qu'on a du diabète de type 2, donc une mauvaise gestion du sucre. Eh bien, pour l'obésité, c'est très semblable. Encore plus compliqué puisque les causes sont... je suis un peu inquiet parce que si j'ai pas mon animation, ça va me gâcher pas mal de diapositives. On l'a testé tout à l'heure pourtant. Bon. Donc en fait, on a donc ces facteurs, ces causes. Il faut bien les différencier des facteurs aggravants. Donc les causes, et souvent en fait le problème c'est qu'on mélange tout. On a tendance à dire bah voilà le comportement, bah, c'est un peu une cause de la maladie obésité. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'on pourrait se traiter et contrôler cette maladie facilement. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc ces causes, elles sont, on peut les classer en 4 grandes familles. Alors on prendrait 2 heures par cause pour pouvoir les traiter une à une, mais je vais essayer quand même de les reciter et de faire une petite explication de chacune d'elles. Des causes génétiques. Alors l'obésité génétique avec une défaillance du gène, ça existe. C'est exceptionnel, c'est de l'ordre de 1 sur 250 millions de personnes, donc c'est rarissime, mais ce n'est pas du tout le modèle de la maladie obésité telle qu'on peut la présenter. Par contre, des causes d'ordre épigénétique, alors je pense que certains d'entre vous sont bien aguerris à ces notions-là, mais c'est une des grandes découvertes de la médecine moderne. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, depuis maintenant une quinzaine d'années, 20 ans, qu'on peut transmettre de façon intergénérationnelle des compétences en mettant des marque-pages, des marqueurs, donc ce sont des méthylations dans le gène. Et c'est vrai que la comparaison du livre et du gène me plaît très très bien, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'un gène, c'est comme un livre, et on va mettre des marqueurs, comme des marque-pages dans le livre, pour cibler des séquences du gène qui vous sont utiles dans votre vie. Par exemple, un musicien, eh bien, il va développer certains muscles, donc utiliser certains gènes, et il va mettre des marque-pages dessus pour pouvoir refabriquer les protéines qui sont nécessaires pour fabriquer son muscle. Et ça, il peut le transmettre à ses enfants. Donc c'est tout à fait passionnant. Et dans l'obésité, très certainement qu'il y a, enfin c'est même avéré, des transmissions d'ordre épigénétique. Donc des populations qui ont vécu la famine sur plusieurs générations, eh bien elles sont prédisposées parce qu'ils ont été sélectionnés sur leur capacité à résister à la famine, donc à mettre en réserve beaucoup. Donc ça, il y a une transmission héréditaire, si on peut dire, de cette tendance à la maladie. Donc ça, c'est un point très très important et qui explique beaucoup de choses, notamment des éléments de transmission que je vous détaillerai tout à l'heure. Deuxième grande cause, c'est le microbiote. Alors le microbiote, je pense qu'un certain nombre connaissent, c'est la deuxième grande découverte de la médecine moderne. C'est-à-dire que dans son corps, eh bien, on cohabite avec des bactéries. Elles sont même plus nombreuses que nous, puisqu'elles sont 2 à 3 fois plus nombreuses que nos cellules. Donc c'est un véritable deuxième soi qui vit en nous et qui nous aide, bien sûr, on collabore, mais qui peut aussi être un précurseur pour certains types de microbiote de la maladie, qui va donner une tendance à la prise de poids. Ça a été mis en évidence chez la souris, où on avait pris des souris syngéniques, c'est-à-dire des souris qui étaient jumelles, avec les mêmes gènes, et il y a une qui était obèse, l'autre qui était mince. Les bactéries de la grosse souris ont été greffées à la souris mince, et la souris mince, en faisant la même activité physique, en mangeant la même chose, est devenue obèse en 3 semaines. Et ça a été répété, bien sûr, l'expérience. Donc là, on a eu la preuve que le microbiote, les bactéries vont influencer la maladie, l'apparition de la maladie. Malheureusement, l'inverse n'a pas marché. C'est-à-dire que de donner les bonnes bactéries à la souris grosse pour la faire maigrir, ben, ça n'a pas marché. Donc c'est beaucoup plus compliqué, la mécanistique, mais c'est quand même un point d'appel. Ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans que des grandes équipes travaillent dessus. On n'a pas encore de solution miracle de ce point de vue-là. Et je pense que, comme les gènes, les bactéries, en fait, c'est une sorte de miroir de soi-même parce qu'elles vont se construire en fonction de votre vécu, de votre vie. Donc on a finalement tous un profil
unique de bactéries en soi. Donc c'est très complexe à déterminer, à analyser, à modifier. Mais c'est probablement une des pistes d'avenir de contrôle de cette maladie obésité, qui est une véritable maladie, encore une fois. Troisième grande famille de causes, c'est les hormones. Je vais passer très vite, il y a beaucoup de cascades qui ont été décrites dessus. Les femmes le savent mieux que les hommes, hein, les sécrétions hormonales peuvent modifier de façon très très importante à la fois le comportement, l'humeur, énormément de choses. Eh bien, il y a des dérèglements hormonaux. Alors là, on peut évoquer peut-être les perturbateurs endocriniens qui peut-être interviennent, même si je pense qu'il ne faut pas faire de la paranoïa non plus, c'est probablement pas au niveau qu'on imagine. Mais ça fait partie des éléments. Et puis la dernière grande cause, c'est la psychologie des causes d'ordre psychique, c'est-à-dire, pour le résumer, le trauma psychique. On sait, une grande dépression, un viol, une guerre, un terrorisme, enfin des situations traumatisantes d'un point de vue psychique vont dérégler votre physiologie dans son ensemble. Et ça intervient directement dans l'apparition de la maladie obésité. Donc ces 4 grandes causes, elles sont toujours là, un petit peu toutes, mais c'est très important de les avoir en tête parce que ça permet de déculpabiliser et finalement de regarder avec un regard de vérité des personnes qui sont en situation de danger, on va le voir, et de souffrance surtout. Les facteurs aggravants, par contre, c'est très différent. Hein. Je pense que tout ça, c'est bien clair pour vous. Ce n'est pas des causes. Ça aggrave la maladie, c'est pas à cause d'eux qu'on est malade, mais par contre, si on ne les contrôle pas, eh bien, on va aggraver sa maladie de façon plus ou moins rapide. Et ça, en fait, on confond tous, hein, beaucoup de gens, de soignants, de journalistes, de tout le monde confond les causes et les facteurs aggravants, et ça, c'est une grave erreur. Donc ces facteurs aggravants, je suis désolé pour la présentation, parce qu'il y a un truc qui s'est mis en plus, mais il faut voir qu'il y a 2 niveaux. Il y a un niveau individuel de la personne et un niveau communautaire des facteurs aggravants. Dans le niveau individuel, là, c'est chaque individu qui est effectivement responsable de son comportement, et donc c'est à lui d'agir. Mais c'est pas facile, mais c'est à lui d'agir. Et là, on a les classiques avec l'alimentation dans toutes ses formes. On a bien sûr l'activité physique et la sédentarité qu'il faut absolument contrer au maximum. Donc vous savez peut-être les recommandations qu'on a aujourd'hui, c'est de marcher au moins 1 heure par jour et de faire 2 à 3 heures d'activité physique plus intense par semaine. Donc si on maintient cet équilibre, on est dans un état qui va vers la bonne santé globale. Troisième grand facteur aggravant individuel, on l'oublie souvent, c'est le sommeil. Si on dort mal, si on a des séquences inadaptées de sommeil, cassées, eh bien on grossit sans manger plus. Donc ça, c'est très très important à contrôler, d'autant plus que les personnes qui ont la maladie obésité sont souvent atteintes de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, c'est-à-dire des dérèglements du sommeil avec des arrêts. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place. 4e grand facteur aggravant, c'est la gestion des émotions. Alors là, c'est plus complexe, on s'adapte, mais c'est finalement un peu le stress. Hein. Ça, on sait, il y a des études, des situations stressantes, en ayant la même quantité alimentaire ou en faisant la même activité physique, va faire qu'il y a une prise de poids juste reliée à la situation stressante. Alors bien sûr, si on fait des erreurs comportementales par-dessus et qu'on mange du chocolat ou des sucreries qui rassurent, eh bien là, ça s'aggrave encore plus. Donc voilà, ça c'est très important de bien voir ces facteurs aggravants individuels et puis les facteurs communautaires. Et là, on l'a évoqué en introduction, eh bien, on a la discrimination, on le sait aujourd'hui, le regard discriminant, le jugement, la culpabilisation que nos sociétés peuvent porter. Et d'ailleurs, moi, c'est vraiment quelque chose qui me révolte parce qu'on est face à un des derniers tabous de société aujourd'hui. On sait que c'est mal de se moquer de la couleur de peau, de la sexualité, mais de l'obésité, c'est normal. On se moque de l'obèse. Donc ça, c'est plus acceptable aujourd'hui au niveau de connaissances qu'on a. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à rappeler et à marteler toujours. Et donc, la discrimination, mais ça fait grossir. Donc, quand on dit, on harcèle ses amis en disant attention, fais pas ci, fais pas ça, eh bien, on le comprend pas et on va favoriser sa prise de poids et sa maladie. Et puis, bien sûr, après, il y a toute une pléthore de facteurs aggravants communautaires. Bien sûr, le marketing, hein, moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Quand il y a une promo, on regarde, on a des réflexes. Et là, malheureusement, les industriels vont aller chercher le produit pas cher et c'est des produits de mauvaise qualité qui
aggravent cette maladie, soit trop sucrés, trop salés. Les édulcorants aussi, ça, il y a vraiment un enjeu majeur. On sait que le zéro sucre dans les produits, ça fait grossir probablement plus que l'utilisation de sucre. Ça favorise d'autres maladies, comme même peut-être certains cancers. Donc, prenez plutôt du vrai sucre que du faux sucre. Ça, c'est un message aussi à faire passer. Et puis tout le reste, bien sûr, aussi la lutte contre les sédentarités, les édulcorants, on l'a évoqué, puis les produits transformés. Alors, cette maladie, donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas une faute. Ça, c'est très important. Et puis, je vais essayer de vous décliner toute cette présentation autour de ces 3 axes, parce que l'enjeu, il est de dépister, reconnaître bien sûr la maladie, mais de la dépister. Et là, aujourd'hui, je vais le redire plusieurs fois, mais rien n'est fait, ou presque rien. Déculpabiliser, bien sûr, et puis soigner. Je vais vous présenter toutes les possibilités thérapeutiques qu'on a aujourd'hui et ses évolutions. Alors, c'est une maladie, c'est sûr, et c'est une maladie qui est chronique, donc qui va s'aggraver avec le temps. Plus on vieillit, plus on se détruit, plus les kilos augmentent. Et ça, c'est une courbe un peu simple, mais qui est sortie d'une étude, et on voit que plus on vieillit, qu'on soit une femme ou un homme, eh bien, la maladie, le poids s'aggrave. Donc vraiment, plus tôt on prend en charge la maladie, bien sûr, mieux c'est. Deuxième caractéristique essentielle de cette maladie, eh bien, c'est pas juste une maladie qui va empêcher de marcher ou de respirer, mais c'est une maladie qui est reliée à la mortalité. Donc, cette maladie va s'aggraver avec le temps et elle est reliée à la mortalité. Donc ça, c'est une étude qui est assez ancienne, dans le New England de 2010 et qui est très très bien faite et pour moi qui résume la situation, c'est-à-dire que elle est prospective. Donc c'est-à-dire que on a collecté les données, on a attendu 10 ans et on les a analysées. Et on voit que juste les kilos en trop, l'indice de masse corporelle, donc IMC, est relié de façon indépendante des autres facteurs de mortalité. C'est-à-dire que c'est pas à cause du problème cardiaque ou de l'hypertension ou du tabagisme du malade qui va mourir plus, mais bien, quand on fait des statistiques, on peut arriver à faire ressortir les facteurs de façon indépendante de mortalité. Et là, quand on est au-dessus de 40 d'indice de masse corporelle, kilogrammes par mètre carré, eh bien, on est en situation d'obésité morbide. Donc, on a environ 4 fois plus de risque de mourir en 10 ans. Et de façon indépendante de tous les autres facteurs. Donc, c'est une vraie maladie qui va tuer la personne qui en souffre. Donc ça, il faut le regarder tel quel et surtout, bien sûr, pouvoir l'aider, la soigner et contrôler sa maladie pour lui sauver la vie, en fait, tout simplement. Alors, quelques chiffres un petit peu marquants, mais aujourd'hui, eh bien, on meurt 3 fois plus dans le monde des conséquences de la maladie obésité que de la famine. Alors, vous me direz, c'est plutôt tant mieux, parce qu'il n'y a rien de pire que de mourir de la famine. Ça veut dire que grâce à l'industrialisation, à une forme de progrès, eh bien, on donne à manger, trop sûrement, mais on donne quand même à manger à une majorité de la population. Donc, c'est quand même une évolution positive. Mais attention, ça révèle cette maladie et ça, c'est très dangereux et c'est responsable, par exemple, aux États-Unis. On sait qu'il y a une baisse de l'espérance de vie depuis 4-5 ans qui est directement reliée à l'incidence de l'obésité qui est montante, alors que depuis le 1900, on avait une augmentation des années de vie constante dans les grands pays industrialisés. En France, on est plutôt protégé, on est autour de 18% d'obésité, mais ça a doublé en 20 ans, et chez les enfants, ça a quadruplé en 20 ans. Donc vraiment, on est en danger. En termes de coûts, très rapidement, je ne vais pas vous embêter, mais il y avait un travail du ministère de l'économie qui s'était basé sur des chiffres de 2012, qui est publié en 2016, et qui avait évoqué, tout confondu, le coût de l'obésité, voilà, vraiment en termes de soins, d'arrêt de travail, de tout ça, autour de 20 milliards. Donc c'est quand même, on parle d'économie aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est une vraie maladie qui tue la population, qui la rend en mauvaise santé. On a des outils de soins que je vais vous présenter après, donc il faut agir absolument. Et un des outils qui est la chirurgie de l'obésité, qui, on le verra, qui est vraiment l'outil qui permet dans les stades sévères et morbides de sauver la vie des patients. Eh bien, cet outil-là, il ne coûte pas très cher. Sur les chiffres de l'époque où on avait beaucoup de chirurgie en France, et malheureusement, ça a baissé, et bien, on était seulement à 600 millions d'euros par an. Donc, un traitement, vous allez voir, qui sauve la vie des gens et qui ne coûte pas très cher finalement.
beaucoup moins cher que les médicaments. Et donc, voici aussi quelques chiffres. Alors ça me permet de vous montrer le gradient nord-sud de l'obésité en France. Alors bien sûr, c'est pas parce que les gens du Nord sont plus bêtes ou moins bien éduqués ou plus feignants. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on revient à la définition de la différence des causes et des facteurs aggravants. C'est une évidence que c'est faux, voilà. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lâcher leur dogme. Eh bien, bien sûr que ce n'est pas ça. Le problème, il est plutôt relié en partie, je pense, à l'épigénétique. Hein. On a eu 2 guerres mondiales, des campagnes napoléoniennes. Enfin, ouais. On peut imaginer qu'il y a des zones qui ont plus souffert que d'autres en termes de famine, probablement, qui peut expliquer une partie de ce gradient. En tous les cas, au niveau mondial, c'est alarmant. Une publication récente dans le Lancet, un des grands journaux, a essayé de chiffrer ces éléments. Eh bien, en fait, il y a un humain sur 7 qui est en situation d'obésité. Donc là, il est temps d'agir. Hein. C'est vraiment important. Et aux États-Unis et puis partout dans le monde, ça ne cesse d'augmenter. Aux États-Unis, on est autour de 50% de la population actuellement. En France, il y a des perspectives alarmantes, malheureusement. Et pour ce qui est de la population, on va le voir, qui est vraiment en situation de maladies graves, sévères, pour lesquelles des traitements chirurgicaux sont possibles et recommandés, eh bien, c'est autour de 2%. Et malheureusement, dans cette population-là, on ne traite que 4%. C'est-à-dire qu'il y a 96% des gens qui sont en danger de mort, hein, vous l'avez vu, et on a des soins qui leur sauvent la vie. Vous allez voir, je vais vous présenter des études. Eh bien, on ne les traite pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, parce qu'on est mal conseillé, parce qu'on a honte de sa maladie. Et ça, c'est vraiment une des choses qu'on doit tous faire, hein, soignants, pas soignants. Tout le monde doit agir en ce sens pour déculpabiliser et puis parler du problème, ce qui n'est pas facile. Hein. Ce qui n'est pas facile de dire à quelqu'un tu devrais consulter, tu es un peu trop gros. Je raconte souvent l'anecdote d'une infirmière du service que j'avais abordée, qui était en situation de grande obésité, en disant voilà, si tu as besoin. Elle m'a dit mais voilà, mais qui tu es pour je fais ma vie, je m'en fiche, donc je me suis pris une gifle verbale. Mais c'est pas grave. En fait, 6 mois après, elle est venue me voir. On a pu mettre en place le protocole. Aujourd'hui, elle a 2 enfants, elle est transformée. Donc vous voyez, c'est très important, même si c'est pas facile à faire. Il faut le faire parce que c'est une petite graine que vous mettez dans la prise en charge. Une autre alerte sur ces chiffres, et moi en tant que chirurgien, c'est vrai, mais en tant que médecin, et ça me désole, c'est-à-dire qu'en 2016, on était à près de 60 000 opérations par an en France. Tout le monde disait « Oh là là, la France fait trop d'opérations », ce qui est faux, hein, je vous ai dit, puisqu'on soignait à peine 4% des gens qui devaient être soignés, donc ce n'était pas assez, en vrai. Et puis aujourd'hui, on a presque divisé par 2 le nombre d'opérations. Et parce que... en partie, le pouvoir public a voulu limiter au maximum l'accès aux soins en contrôlant. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne qualité de prise en charge, mais ça a vraiment bloqué l'accès aux soins parfois, et de façon assez injuste à mon sens, et un peu vexatoire pour les gens qui soignent cette maladie, qui pratiquent ces opérations. Donc ça aussi, c'est un sujet. Alors, on a des recommandations HAS, hein, tout est bien en place. C'est une maladie chronique, complexe, tout est là. Il faut la suivre, bien sûr, c'est une maladie qui dure toute la vie. Il faut la dépister. Alors là, il n'y a aucune campagne de dépistage en France. Nous, dans l'équipe, à l'époque, à l'Institut Montsouris, avec des associations de patients, on avait monté à la ville de Paris, l'ARS, le premier événement à ma connaissance en 2018. On a essayé de le faire lors des journées mondiales de l'obésité, mais ce n'est pas simple. Et il n'y a pas de campagne de dépistage. Donc ça, j'appelle tous les politiques et les gens responsables à mettre en place ce type de campagne. J'espère que ça va être mis en place, parce qu'il y a un plan obésité qui devrait sortir au mois de mars. Mais voilà. La stigmatisation aussi, tout est là dans le texte de l'HAS. Mais ça, c'est un combat qui va prendre plusieurs années. Alors, comment définir, dépister cette maladie ? Eh bien, on a de la chance. Il n'y a pas besoin de faire une mammographie, il n'y a pas besoin de faire un frottis, il n'y a pas besoin de faire des choses agressives ou une coloscopie. Non.
on calcule l'indice de masse corporelle. Il n'y a pas plus simple. Ça se fait en 1 seconde, c'est facile. Et c'est ce physiologiste Cutlet qui l'avait inventé, belge, franco-belge d'ailleurs par sa mère, et qui a inventé cet indice qui a été finalement utilisé beaucoup plus tard, après sa mort, par les assureurs américains, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un très bon outil de dépistage et de tri. Et le message qu'il faut retenir là, c'est que quand on est au-dessus de 35, eh bien là, il ne faut pas rester tout seul. On peut pas, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas. Il faut consulter, il faut se faire soigner, aider, parfois aller vers des opérations, parfois prendre des médicaments, des injections. Donc il ne faut pas rester seul. Ça, c'est vraiment primordial. Et même, j'ose le dire, on est en situation de non-assistance à personne en danger si on ne l'alerte pas. Et c'est un peu choquant peut-être, mais vous l'avez vu, la mortalité, elle est là et elle est directement liée au poids. Donc c'est très très important de pouvoir alerter la personne en douceur, avec toute la compassion qu'il faut, mais c'est très important. Donc le dépistage, c'est un enjeu majeur. On l'a évoqué, la définition par l'indice de masse corporelle, ce n'est pas terrible. À titre individuel, l'indice de masse corporelle, c'est très très mauvais. Ça veut rien dire. C'est un outil de dépistage fantastique au niveau de l'analyse de population, mais par contre, à titre individuel, il y a une publication donc, dans le Lancet qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques jours. On a eu plusieurs émissions et des plateaux télé là-dessus, qui d'ailleurs, comme le titre est un peu ambigu en disant, voilà, est-ce que c'est bien une maladie, on va la redéfinir. Ça peut remettre en cause le principe de maladie, et ça, il faut faire très attention. Mais c'est vrai que quand on a un indice de masse corporelle à 40, comme un Schwarzenegger quand il était Monsieur Muscle, eh bien là, on n'est pas en situation de maladie, obésité. C'est vrai, on a une masse musculaire très importante, mais ce n'est pas la maladie obésité. Donc il y a des situations qui sont finalement assez rares et qui ne correspondent pas à un critère d'indice de masse corporelle. Et puis cet article, il a essayé surtout d'élargir finalement la définition en parlant de stade préclinique, c'est-à-dire que même avec un indice de masse corporelle moins grave, eh bien, il peut y avoir des symptômes de la maladie qui sont déjà là, comme le diabète, comme l'hypertension, comme de l'arthrose, comme de l'apnée du sommeil, comme les maladies du foie. Eh bien, il faut savoir les dépister pour pouvoir soigner plus tôt le malade et probablement élargir la prise en charge. Alors, j'ai essayé de vous résumer un petit peu maintenant comment traiter et les évolutions. On peut définir 4 grandes situations. Alors, c'est basé sur l'indice de masse corporelle. Je vous l'ai dit, c'est pas très bon. Il faut le faire évoluer et il y a des travaux à déterminer pour évaluer une meilleure analyse de la maladie et une meilleure définition. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore bien de matière standardisée. L'indice de masse corporelle reste le plus efficace, mais c'est en pleine évolution. Donc, premier stade, c'est quand on est en surpoids. Vous savez, le surpoids, c'est entre 25 et 30 d'indice de masse corporelle. Là, on est la plupart du temps pas du tout malade, il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est une étape évolutive de la maladie. Chez des gens qui sont en train, parce que la maladie, elle peut se révéler chez les adolescents ou chez les enfants, mais aussi elle peut se révéler à 50 ans, à 60 ans. C'est très très variable comme expression, comme maladie. Donc ça, il faut le savoir. Et là, les enjeux thérapeutiques, ils sont surtout la lutte des facteurs aggravants. LFA, c'est facteurs aggravants. Donc ça, on l'a bien détaillé tout à l'heure. Et puis peut-être la place des nouveaux médicaments. Donc on a une autorisation de mise sur le marché. Donc je vais vous les détailler, les médicaments après. Ce sont les injections, les analogues du GLP-1. Donc ces nouveaux médicaments qui sont utilisés pour le diabète et qui sont en cours de validation et de remboursement pour certains pour la maladie obésité. Donc là, il y a peut-être une place, en tous les cas, il y a une autorisation de mise sur le marché aujourd'hui en France à discuter au cas par cas. Deuxième grande situation, là c'est l'obésité qu'on dit de stade 1, entre 30 et 35. Bien sûr, toute la partie médicale, diététique, facteurs aggravants doit être mise en place comme toujours, peut-être les nouveaux médicaments. Et puis il y a des situations où on le détaillera en fin de présentation, de ce nouveau concept qui est pour moi vraiment essentiel, c'est-à-dire on va pouvoir proposer de la chirurgie dès 30 chez des gens qui ont notamment du diabète et avec des résultats qui font bien mieux que tous les traitements antidiabétiques qu'on ait aujourd'hui à notre disposition. Donc ça, c'est un point important qui élargit les indications chirurgicales.
Troisième situation, entre 35 et 40, là, pas de doute, il faut aller dans une équipe spécialisée, je vous l'ai dit, il faut faire un bilan, on va chercher des soucis parce que souvent, malheureusement, on est en situation de maladie déjà bien avancée et il faut pouvoir réfléchir au traitement chirurgical que je vais vous présenter, mais aussi aux médicaments qui peuvent être intéressants pour les formes les moins graves. Et puis au-dessus de 40, et ben là, voilà, ça aussi, c'est un point moi, qui me tient à cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, dans les recommandations, on dit, voilà, il faut faire la chirurgie, mais en situation d'échec du traitement médical, en dernier recours. Mais en fait, non, quand vous avez 40 d'indice de masse corporelle, ou que vous avez fait dans votre vie, ben là, on sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, vous n'allez jamais, en faisant attention, ça ne marche pas. Il y a des études randomisées, il y a tout ce qu'on veut. Donc là aussi, il y a un moment, il faut avoir un peu le courage de dire, ben, c'est pas, la maladie, elle est très grave déjà, elle est reliée à la mortalité. Eh bien, il faut se faire traiter. Quand on a un cancer, on ne dit pas, bah, tiens, on va éviter la chirurgie quand même, c'est un peu embêtant. Non, il faut lever ces tabous vis-à-vis de la chirurgie de l'obésité qui est assez fantastique, vous allez le voir, et qui est aujourd'hui, peut-être pour le moment, mais le seul traitement qui réduit la mortalité. Je vais vous montrer les études. Le fait de se faire opérer, eh bien, ça sauve la vie. Et tous les patients moi, que je prends en charge, ils ont tous entendu « Oh là là, te fais pas opérer, mais tu risques de mourir quand même, fais attention, fais un petit régime. » Eh bien, moi, c'est faux. Et c'est vraiment une erreur colossale parce qu'on rentre dans la culpabilisation, bien sûr, et on retarde le traitement. Donc, c'est une erreur grossière. Alors, je vous ai mis ce travail des Suédois dans le New England. Donc, c'est vraiment les très grands journaux de 2021, qui est assez remarquable et qui fait date parce qu'il a une analyse donc, de la survie en fonction des années. Alors, le message, c'est de la philosophie de premier niveau. On va tous mourir. Donc, profitez des gens que vous aimez, des belles choses, donnez de la joie, ayez le cœur rempli d'espérance, parce que ça va s'arrêter. Et donc, ça, c'est très, très important. Et on le voit, qu'on soit... Alors, il y a deux populations. Une population violette, ce sont les personnes en situation normale de poids, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, la normalité, mais qui n'ont pas d'obésité, puis cette population-là qui est en situation d'obésité. Et on voit qu'effectivement, ils meurent plus vite que les autres. Il y a un vrai problème. Il y a deux courbes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une courbe en bleu qui correspond à un traitement. Donc, ce n'est pas juste des conseils, c'est vraiment des gens qui ont été suivis médicalement avec un coach et tout ça. Eh bien, le traitement médical, ça ne marche pas bien. L'espérance de vie, elle est beaucoup moins bonne que ceux qui ont eu un traitement chirurgical. Donc, c'est des populations avec des grandes obésités. Là, c'est des obésités au-dessus de 35, 40 d'indice de masse corporelle. Eh bien, on voit que la chirurgie, elle sauve la vie. C'est-à-dire qu'elle réduit la pente de la courbe. Donc, et de façon durable, sur 30 ans. C'est-à-dire que même en ayant repris du poids, quelqu'un qui a été opéré, il a contrôlé son poids, vous le voyez sur cette graphique, c'est typique. Donc la chirurgie en orange, on perd du poids très très vite. Il y a un effet rebond souvent qu'on observe, pas chez tout le monde, mais qui est quand même là. D'ailleurs, avec les deux traitements, le traitement médical comme le traitement chirurgical, à 2 ans à peu près, il y a un moment où on le voit avec les nouveaux médicaments, les injections, les études ne sont pas encore... officiel, mais il y a aussi un effet rebond. C'est-à-dire qu'on reprend, le malade reprend du poids, probablement un échappement au traitement, un échappement au suivi, qui est le principal facteur. C'est-à-dire que les gens ont envie de ne plus être malades, et donc ils oublient leur maladie tellement ils vont bien souvent, et ils retombent dans les facteurs aggravants. Mais malgré tout, le contrôle de l'espérance de vie et du poids, de l'indice de masse corporelle, eh bien, c'est des années gagnées. C'est-à-dire que même si on reprend du poids, on a gagné des années de vie grâce à la prise en charge thérapeutique. Donc ça, c'est très important. Alors je vous ai mis aussi très vite des données françaises de la mortalité et de la chirurgie de l'obésité, parce qu'on dit souvent, oui, mais là-bas, c'est les Américains, c'est pas pareil. Ben non, un collègue chirurgien qui a fait cette analyse, eh bien, avec la sleeve notamment, on a une réduction de plus de 60% de la mortalité en 7 ans. Grâce à l'opération. Donc vraiment, pas de peur parce que ça sauve la vie des gens en fait. Donc il faut pouvoir les aider. Je voulais faire aussi une petite aparté sur les enfants et les adolescents.
C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et on avait initié avec le professeur Bounière au Kremlin-Bicêtre tout un parcours et l'enjeu, il est d'autant plus essentiel. On le comprend, c'est-à-dire quand ça touche un enfant, eh bien toute sa vie va être détruite par cette maladie, physiquement, socialement, affectivement, avec ses amours. Il ne fera pas le même métier s'il est en situation d'obésité que s'il était mince. Donc tout va être déterminant pour lui, en plus de la souffrance physique, en plus de la mort plus précoce que prévu. Donc vraiment, il faut absolument pouvoir les aider et les accompagner parce que c'est une maladie chronique grave, avec des conséquences finalement encore plus impactantes puisqu'elles vont durer toute la vie. Et puis, cette notion de transmission intergénérationnelle. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous en avais parlé dans les causes épigénétiques. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui est assez ancienne, mais qui m'a fait une révélation là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'étude des Canadiens, du professeur Marceau, qui, avec son équipe, qui a publié ça déjà en 2009. Ils ont ciblé des marqueurs épigénétiques, donc génétiques de l'insulinorésistance, enfin de la tendance à l'obésité et au diabète. Et dans ces marqueurs, avec une prise de sang, ils les ont repérés chez une maman obèse, en situation d'obésité. Cette maman a eu un enfant, donc il y avait une 50aine de mamans, et là, l'enfant avait 100% de ses marqueurs dans ses gènes, lui aussi. Donc, très bien. La maman a été opérée, prise en charge, a perdu du poids grâce à la chirurgie, et à la prise en charge médicale. Il n'y a pas que la chirurgie, encore une fois, ce n'est pas un coup de baguette magique. Il y a toute une prise en charge, il y a tout un travail du patient qui est essentiel. On le verra, je le dis tout le temps, c'est 70% au moins le patient qui fait le boulot et puis la technique qui assure une stabilité. Eh bien, là, chez la maman qui avait maigri, elle a perdu presque 70% des marqueurs reliés à la tendance à l'obésité. Donc ça, c'est déjà bien pour elle. Et deuxièmement, quand elle a eu un enfant en étant mince, elle ne transmettait que 30% de ce qui lui restait. Donc c'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que la chirurgie, le soin, en fait, le contrôle de la maladie, va limiter la transmission. Et ça, c'est un point que je pense beaucoup de gens passent à côté. On veut faire la prévention de l'obésité en disant oui, il faut moins manger, il faut plus d'activité physique. Mais en fait, la prévention de l'obésité, elle doit passer avant tout par le soin et par le contrôle de la maladie, parce que pourquoi ça augmente depuis tant d'années ? C'est pas parce que les plus jeunes sont plus feignants ou plus bêtes. Excusez-moi. Et donc, c'est bien parce que plus la population malade augmente, plus elle transmet et plus la maladie s'aggrave aussi. On a l'impression que chez les jeunes générations, c'est un peu plus gros que le grand-père, parce qu'il y a probablement un effet boucle qui s'aggrave, de boule de neige, entre guillemets, de la maladie, très probablement. Donc, ça, c'est une analyse qu'il faut absolument avoir parce qu'il faut soigner. Je vous l'ai dit, même en France où on est plutôt pas trop mauvais, eh bien, on ne soigne que 4% des personnes en grande obésité. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'on soit au moins 50%. Donc, vous voyez, c'est multiplié par 10 le nombre de prises en charge et de soins. Alors, ces enfants, qu'on a opérés dans des protocoles très spécifiques, et vous voyez, alors c'est les courbes de croissance. Donc, à 15 ans, il faisait 153 kilos pour cet enfant. Voilà. Et là aussi, c'était dramatique parce que son poids le faisait sortir de la feuille de la courbe du pédiatre. Donc, ouais, enfin, vraiment, ça aussi, c'est discriminant, hein, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. Et alors, on voit qu'il y a un épisode où, aujourd'hui, malheureusement, on n'a que je vais utiliser le mot, mais quasiment l'incarcération dans des centres de contrôle du comportement, si vous voulez. Il y a des gens très très bien, mais c'est ça qui est vécu, parce que les enfants, à l'âge de 10 ans, 12 ans, ils sont sortis de leur famille, mis dans un centre pour leur dire « tu dois manger ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Et alors, bon, oui, sur le coup, ça marche un peu, mais en fait... quand ils rentrent chez eux, ils reprennent tout de suite le poids. Et deux, même parfois, dans le centre, s'ils restent longtemps, ça repart. Et donc, vous voyez, c'est ce pic avec une pente, en fait, qui est la même. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a fait souffrir, on l'a culpabilisé, et en fait, on n'a rien réglé du tout. Donc, je pense que ça, c'est un point, et je m'accorde totalement avec le professeur Tounian, qui insiste toujours là-dessus, c'est-à-dire que les éléments comportementaux chez l'enfant, ils sont plus culpabilisants qu'autre chose. Donc, il faut le repenser.
En tous les cas, la chirurgie, mais en fait, tac, elle avait vraiment rompu complètement la pente de façon durable. Et ça, c'est tout à fait incroyable. On a ces expériences. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants qui étaient complètement atones, avec des grandes obésités, avec les parents, ils étaient complètement comme ça, et déscolarisés. Et puis, 6 mois après la chirurgie, vous avez perdu 60, 70 kilos. Eh bien, en fait, on avait un enfant qui allait jouer au foot avec, qui allait à l'école. En fait, qui revit, il redevenait humain véritablement avec des échanges avec l'autre. Et voilà, et c'était vraiment une transformation complète de l'individu. Donc là, en France aussi, il faut se féliciter. On a des recommandations pour la prise en charge qui sont rigides, mais il faut être rigide avec les enfants, il ne faut pas faire n'importe quoi pour les soignants en tous les cas. Donc il y a des critères très spécifiques qu'il faut respecter. Peut-être une critique, ça c'est des critères d'indice de masse corporelle adaptés à l'adulte et qui sont probablement pas adaptés à l'enfant, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, c'est la loi entre guillemets. Donc maintenant je reviens un petit peu chez l'adulte. Quels sont les critères qui vont faire que la personne doit se faire prendre en charge chirurgicalement? Je vous parlerai après des critères pour la médecine et les autres et les innovations. Eh bien, dès qu'on a fait un indice de masse corporelle dans sa vie en dehors d'une grossesse pour les femmes, au-dessus de 40, pas de doute, on est dans le critère. Alors après, il faut être évalué, il y a des contre-indications, il y a plein de choses. Ne serait-ce que de l'âge, vous l'avez vu pour les enfants, mais aujourd'hui en France, à plus de 70 ans, malheureusement, on ne peut pas se faire prendre en charge. C'est un peu choquant, mais c'est la loi aujourd'hui. Donc il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de prise en charge si on a plus de 70 ans aujourd'hui. Et puis deuxième critère, c'est plus de 35 avec des comorbidités. Ça, c'était les recommandations de 2009 qui ont évolué en 2024, en février 2024, donc tout récemment, et qui ont, au lieu de parler de 60 ans, ont poussé un petit peu la barre à 70 ans, même si ce n'est pas assez à mon sens, et qui ont intégré des critères plus spécifiques. Alors, quelle est la technique qu'il faut utiliser quand on est dans les critères? Alors, je vous ai mis, c'est un peu choquant, c'est violent, voilà, de façon volontaire, c'est affreux, je le cache vite, mais ça, c'est une photo qui vient de Montpellier, 1994. C'est-à-dire que les chirurgiens, ils ne sont pas plus malins que les autres. Ils ont cru que, ah là là, les gros, quand même, ils n'ont pas de volonté, on va leur fixer la mâchoire, comme ça, ils ne mangeront plus. Et ils vont bien maigrir, hein. Je vous garantis que ça va marcher. Donc, vous voyez, l'horreur. Et donc, ça a été fait. Ça a été fait. Et ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai dit en début de propos. C'est-à-dire que si on mélange les facteurs aggravants avec les causes, et en fait, on fait n'importe quoi. Et donc, traiter une personne avec la maladie obésité, ce n'est pas lui interdire. C'est de travailler, bien sûr. Il y a du travail comportemental. Il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire parfois. Ouais. Mais ce n'est pas faire ce genre de truc affreux, qui est plus de l'ordre de la torture et qui n'est pas du tout adapté à la maladie. Alors, la chirurgie de l'obésité, je vais passer très vite, je ne vais pas tout vous faire, vous inquiétez pas. Elle a commencé dans les années 50. Et en fait, les chirurgiens ont remarqué qu'il y avait des trucs qui faisaient bien maigrir et puis que ça avait l'air de bien marcher. Et je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, mais ils ont raison. C'est-à-dire que ça sauve la vie des gens. Donc, souvent, d'ailleurs, je compare les chirurgiens de l'obésité aux chirurgiens du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de traités sur les suppurations. Et les chirurgiens, très pragmatiques, disent voilà, il faut bien faire vider le pus, il n'y a que ça qui marche. Voilà. Mais ils ne connaissaient pas les bactéries, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne connaissaient pas, même si on savait que se laver les mains et nettoyer, c'était positif, mais voilà, les antiseptiques, on ne savait rien de tout ça. Mais ils avaient remarqué que ça marchait. Et ça marche toujours en 2025. Donc, ils avaient raison. Et donc, en fait, on en est un peu là avec la chirurgie de l'obésité, c'est qu'on ne connaît pas tout à fait tous les mécanismes, mais on sait que ça marche très bien. Alors, il y a quand même une révolution technique qui est la célioscopie ou laparoscopie. Je ne sais pas si vous connaissez tous sûrement. Vous savez, c'est au lieu d'opérer en faisant une grande cicatrice et en mettant les mains dans le ventre du malade, eh bien, le chirurgien maintenant, et puis c'est Cocorico, c'est une invention française. Donc, c'est Philippe Mouret, un chirurgien digestif lyonnais, qui a eu cette idée dans les années 80. Eh bien, on fait des petites cicatrices, on met une caméra, on gonfle le ventre et on regarde un écran de télévision et on opère de façon moins agressive le corps. Et ça a été une révolution pour les personnes en souffrance, en situation d'obésité, puisque on a divisé par 5 le risque de mourir des opérations. C'est-à-dire, en agressant moins le corps obèse, eh bien, on diminue la mortalité.
C'est assez simple. Alors, chez les maigres, ça ne change rien. Il n'y a pas plus de morts quand on fait des laparotomies, des grandes cicatrices. Mais chez l'obèse, oui. Probablement parce que c'est une maladie, qu'il est plus fragile, il respire moins bien, il fait plus d'infections. Donc c'est le colosse au pied d'argile des Grecs qui est vraiment parfaitement aussi observé. Alors, la peur de faire mourir quelqu'un quand on se fait opérer, alors ça, je vous ai dit, c'est faux. Et je vous le prouve, en 1990, donc à l'arrivée vraiment de la cœlioscopie, des petites cicatrices, on était autour de 2%. On se dit, voilà, bon, c'est quand même pas trop, ça va. Heureusement, moi, je vous dis, j'opère autour de 300 personnes par an. Ça veut dire que je serai meurtrier de 6 personnes par an. Donc, je ne serai pas en train de vous parler comme ça, hein, vous inquiétez pas, ou je ne dormirai pas non plus. Donc, heureusement, on n'en est pas du tout là. Et grâce aux techniques de laparoscopie, aux injections pour fluidifier le sang, à plein de choses, aux techniques chirurgicales en tant que telles, eh bien aujourd'hui, on est même encore à moins, on est à 1 pour 10 000. Donc le risque de mourir de la chirurgie de l'obésité, c'est une grosse bêtise. Eh bien, il est aussi risqué de faire la chirurgie et de mourir que de faire de la vésicule, que de faire la hernie, que de faire la thyroïde. Donc c'est ça, il faut enlever ça de votre tête, j'en suis sûr, mais celle des autres surtout. Donc c'est une bêtise. C'est même moins risqué que de faire une colectomie. Donc on ne va pas dire à quelqu'un, oh là là, tu te fais opérer du côlon, mais quand même, réfléchis bien, tu risques de mourir hein, quand même. Alors que pour l'obésité, on lui dit 50 fois. Donc ça, il faut sortir de ces dogmes. Alors, pour passer vite sur la chirurgie, parce que vous avez compris, c'est ma passion, aujourd'hui, dans le monde, on a 3 grandes opérations que je vais vous détailler. En vert, ce sont ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, je vais vous montrer juste après, qui est la première procédure dans le monde aujourd'hui. En France, on est plutôt pionnier, c'est la flèche. Dès 2010, la France réalisait essentiellement des sleeve gastrectomies pour les personnes en situation d'obésité. Donc, on est plutôt expert dans la technique qui a été inventée au Canada. En 2014, les États-Unis sont passés. Et puis, on voit 2 autres courbes. Une rouge qui est plutôt stable, c'est le bypass. Donc, c'est la deuxième bonne technique. Je vais vous les détailler après. Et puis, l'anneau gastrique qui, elle, était la première technique. Alors, pas dans le monde parce que les Américains faisaient beaucoup de bypass depuis longtemps. Mais en Europe, c'était la première technique utilisée. Eh bien, l'anneau, c'est en train de chuter et aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Hein. Je vous montrerai des chiffres très vite si on a le temps. La chirurgie, heureusement, elle a évolué aussi. On disait, voilà, soit on empêche de manger, soit on empêche de digérer. C'était les 2 principes. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, heureusement. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, on n'en sait rien encore précisément aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent, notamment au niveau hormonal, avec la gréline, qui est l'hormone de la faim, les GLP-1, donc ce sont des hormones qui régulent, notamment le participent à la régulation du diabète, qui sont fabriqués par l'estomac et les tubes digestifs. Il y a le pH, donc l'acidité de l'estomac qui est modifiée. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, épigénétiques aussi. Donc la chirurgie, en fait, elle a plein d'effets. Et en tous les cas, il faut toujours être pris en charge dans une équipe multidisciplinaire. Alors, je vous ai mis quelques photos de l'équipe avec qui je travaille, des diététiciennes, une coordinatrice, des médecins nutritionnistes, un psychiatre, une psychologue et des patients experts. Et ça, c'est très, très important. On travaille énormément, comme toutes les maladies chroniques, il faudrait le faire, avec cette relation avec les patients et des patients qui nous aident à soigner les personnes et à mieux aborder. Voilà. Donc ça, c'était pour passer. Je vous montre le parcours, mais il n'y a pas de... C'est des choses qui vont durer... Ça prend du temps de se faire opérer, ça dure au moins 6 mois. Et puis surtout, il faut se faire suivre. Donc il y a plein d'examens à faire, il y a beaucoup de choses à faire et c'est très très important d'avancer. Alors je vais vous détailler surtout pour vous montrer les schémas, que vous puissiez être expert chirurgien après, pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, vous me dites, des 4 opérations qui sont autorisées en France dans les critères qu'on a détaillés tout à l'heure. Eh bien, il y a l'anneau gastrique, le bypass, la sleeve gastrectomie et le switch duodénal qu'il faut déjà oublier, je vous montrerai la photo. Mais l'anneau, c'est quoi? En fait, l'anneau, c'est comme la fixation de la mâchoire, au final, sauf que c'est plus chic. C'est-à-dire qu'on ça se voit pas, quoi. On l'a pas sur les dents, mais on l'a dans le ventre, sur l'estomac, au fond de l'estomac. Et c'est un corps étranger. Et donc l'anneau, en fait, vous l'avez compris, c'est pas. Ça a été une révolution parce que on a fait beaucoup d'anneaux avec des résultats qui sont pas nuls. Ça a permis de démocratiser
cette chirurgie et d'opérer beaucoup de gens assez facilement sans leur faire peur, mais ce n'est pas du tout adapté à la maladie à mon sens, et donc ce n'est pas la bonne méthode qu'il faut retenir parce que ça empêche seulement de manger, ce n'est pas le fond du problème. Les deux bonnes techniques, c'est le bypass. Donc, alors le bypass, je vous montre très vite, c'est-à-dire qu'on va, donc vous voyez, les aliments passent normalement ici, et bien on va couper avec des agrafes une petite poche d'estomac. Et puis, on va couper l'intestin pour faire un court-circuit, hein, c'est ça, un bypass, on fait un court-circuit. Et donc, quand le malade mange, ça va passer un tout dans le petit bout d'estomac, mais très vite dans ce tuyau-là. Et puis, bien sûr, on est obligé de raccorder le début de l'intestin grêle dans lequel arrivent les 3 sucs digestifs qui vont permettre la digestion, donc le suc pancréatique, le liquide gastrique et la bile. Donc sans ces 3 liquides, on ne peut pas bien digérer pour parler simple. Et donc la digestion, au lieu de commencer ici, eh bien, elle va commencer ici. Donc si vous voulez, on raccourcit d'environ 2 mètres notre tube digestif qui va digérer, alors qu'on a environ 6 mètres d'intestin. Donc on va créer quand même voilà, c'est un montage compliqué avec des conséquences qui va changer beaucoup la physiologie, qui marche bien, mais qui a des conséquences. D'autres montages qui se rapprochent un peu du bypass, mais qui sont beaucoup plus agressifs. Donc, je vous ai dit, le switch, vous oubliez tout de suite, parce qu'en fait, au lieu de vous laisser 4 mètres d'intestin qui digèrent avec le bypass, eh bien, il vous laisse qu'1 mètre. Donc là, je vous laisse imaginer, voilà, il y a des carences, il y a des diarrhées. C'est vraiment une méthode qu'on n'utilise plus du tout en France, qui est un peu utilisée au Canada et aux États-Unis, mais de moins en moins. Une autre technique qui est en cours d'évaluation, mais qui n'est pas validée, qui paraît plus intéressante, parce qu'elle laisse 3 mètres. Mais encore une fois, c'est en cours d'évaluation et ce n'est pas validé. Pour terminer la description technique, je voulais vous parler de la sleeve. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première réalisée dans le monde, donc c'est pas pour rien. Alors, c'est vrai qu'elle a été décrite parce qu'elle va transformer l'estomac en un tube. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de court-circuit, c'est-à-dire qu'on mange comme maintenant, et par contre, on va enlever une grande partie de l'estomac, et cette grande partie de l'estomac, c'est pas si choquant que ça, puisque c'est probablement là où beaucoup de choses se passent en termes de régulation, et en enlevant cette partie-là, en fait, on va faire comme une remise à zéro de plein de dysfonctionnements. En tous les cas, c'est mon interprétation. On a des données sur des sécrétions hormonales, sur pas mal de choses. Donc, de faire ça, en fait, ça marche très très bien. C'est une opération qui a été découverte un peu par hasard et on n'avait jamais imaginé que ça marchait. Mais c'est assez fantastique et ça marche très bien, au point que ça marche quasiment aussi bien que le bypass. Hein. Il y a encore des tracteurs, des pour bypass, contre sleeve, mais en vrai, c'est équivalent à peu près à quelques kilos près. Et donc, cette opération-là, c'est ça qui a fait sa réussite, c'est que ça marche très, très bien et c'est assez facile à faire avec très peu de soucis pour le malade et de modification de son anatomie. Même des travaux de l'équipe lilloise qui est remarquable dans un Annals of Surgery, dans des grands journaux internationaux, qui a même mis en évidence qu'il y avait à 90 jours 2 fois moins de risque de mourir avec la sleeve qu'avec le bypass, mais ça reste très très faible. Hein, mais voilà, c'est un des intérêts, c'est qu'on ne va pas casser la continuité du tube digestif. Donc c'est une excellente technique et qui a l'avantage, surtout pour moi, de garder des possibilités pour l'avenir. Parce que quand vous faites un bypass, on ne peut plus faire autre chose après. Et donc, pour les malades en situation de souffrance, il vaut mieux garder des armes thérapeutiques, notamment pour les maladies chroniques. Alors, je veux passer très vite parce que, effectivement, ça, c'est des choses plus techniques. C'était pour vous dire que c'est quand même une opération qui est assez nouvelle. Donc, on est en train de décrire les procédés de standardisation. Et puis, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, en plus, on a eu la chance de décrire un ligament qui n'était pas encore décrit au niveau de l'anatomie, qui est très important de le garder. Mais les résultats, ils sont fantastiques, en fait. Grâce à la sleeve et au bypass, eh bien, on fait disparaître le diabète dans 70% des cas. L'hypertension, donc c'est vraiment une révolution. C'est des photos, alors qui sont des photos tirées d'Internet, mais qui sont a priori des vraies patientes. Mais c'est ça qu'on vit en fait au quotidien. Pour ceux qui prennent en charge ces patients, c'est une transformation impressionnante. Alors, très vite aussi, il y a des facteurs de réussite et d'échec de ces techniques-là, mais de tous les autres traitement, hein, bien sûr, ben, en fait, le principal facteur d'échec, c'est le fait de ne pas être suivi. Donc, un malade qui est opéré par le meilleur des chirurgiens, eh bien, ça ne va pas marcher s'il n'est pas suivi.
Donc ça, c'est très important parce que c'est la lutte contre les facteurs aggravants qu'on a détaillés tout à l'heure. Il y a bien sûr la technique qui va jouer. Il y a un élément qui est intéressant, c'est-à-dire le fait d'avoir des cicatrices dans la graisse, ça fait qu'on répond peut-être un peu moins bien à la chirurgie, notamment quand on est plus âgé, hein, ou notamment quand on a perdu du poids, 30 kilos, repris 40, qu'on a fait le yo-yo pondéral. Il semble que ça donne des réponses moins rapides et peut-être moins bonnes à la chirurgie. Donc ça, c'est intéressant. Un autre point qui est aussi très intéressant et qui est peut-être mal présenté, c'est-à-dire que des personnes qui, 6 mois avant l'opération, ont pris 10% de leur poids, c'est-à-dire que vous faites 100 kilos, vous grossissez de 10 kilos avant de vous faire opérer. Il ne faut pas les opérer, ceux-là, parce qu'en en fait, ils ne sont pas prêts. C'est aussi bête que ça. C'est qu'ils n'ont pas eu la préparation, l'accompagnement. Et on sait que s'ils ont fait ça, ben, ils auront un mauvais résultat derrière. Donc ça, c'est un élément important qui rappelle bien sûr le suivi, mais aussi la préparation. Et puis l'âge qui semble, mais qui est probablement relié un peu à la fibrose. Bon, on passe vite, surtout qu'on l'a dit. Je voulais aussi vous faire un petit tour d'horizon, pas que de la chirurgie, même si là c'est encore de la chirurgie, mais il y a plein d'idées. Les chirurgiens, la HAS avait répertorié 17 innovations. Donc, voilà, je ne vais pas vous parler de tout. Je voulais juste simplement vous parler d'une quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est-à-dire que les opérations par cœlioscopie, eh bien, moins on fait de cicatrices, mieux c'est. Et depuis 15 ans, maintenant, je me bats pour diminuer les cicatrices et de faire ce qu'on appelle la chirurgie monotroca. Donc, on n'en fait qu'une seule petite. Et ça, c'est vraiment bien sûr plus joli, mais c'est surtout une agression en moins pour les malades et ce n'est pas du tout une aberration. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est passé d'un monsieur qui a une sleeve par laparotomie, donc vraiment méthode avant 90, hein, à une monotroca où il y a une petite cicatrice dans le nombril qui ne se voit même pas. Donc je coordonne un projet de recherche, il y a des outils techniques qui nous permettent de faire tout ça et probablement que l'avenir il est là, monotrocar avec des bras robotiques. C'est pas encore fonctionnel aujourd'hui, mais c'est vraiment à mon sens parce que c'est encore cher, parce que c'est pas tout à fait développé comme il faut, mais ça va pas tarder et j'ai bon espoir. Donc là, je voulais passer très vite, mais c'est des chiffres un peu embêtants, mais simplement pour dire que l'ambulatoire, c'est un point très fort. C'est-à-dire que vous voyez, ça c'est les chiffres français du nombre d'opérations par technique. On voit que les durées d'hospitalisation, elles sont quand même encore longues. Et puis aussi, un autre point, je vous disais, depuis les années 2016-2017, enfin, ça a chuté à partir de 2017-2018, eh bien la chirurgie, elle a baissé en nombre. On est seulement à 34 000 aujourd'hui, alors qu'on était à 58 000 en 2016. L'ambulatoire, vraiment, il y a beaucoup à faire sur l'ambulatoire et il y a seulement 3% des personnes qui sont opérées en ambulatoire. Vous savez, c'est le fait de rentrer le matin et de sortir le soir. Ça aussi, c'est vraiment un combat de santé publique majeur à faire avancer. Pour ma part, je fais 70% d'ambulatoire, vous voyez, donc bon, je ne sais pas que je sois génial du tout, hein, mais pour vous dire que quand on veut, qu'on met en place des protocoles, c'est possible et il y a vraiment des incitations à faire avancer. Alors maintenant, pour terminer, je voulais vous parler des nouveautés, mais non pas dans la partie chirurgicale, entre guillemets, du traitement de la maladie, mais dans la partie voilà, de l'obésité plus simple. Eh bien, il y a un point qui est essentiel, qui est tellement simple qu'on n'y pense pas assez, c'est l'activité physique. Et on a la chance d'avoir beaucoup de choses. Je voulais aussi vous présenter cette étude, moi, qui a été un éclair pour moi. C'est-à-dire que c'est une étude, les référencée en dessous, qui est australienne, de Melbourne, et ils ont évalué l'impact de la sédentarité sur le taux de sucre dans le sang. Et vous voyez, ça c'est la courbe de sucre du malade qui est mesurée sur 24 heures. Enfin du malade, du monsieur qui était là, qui a fait l'expérience. Et on a mesuré, donc où il a travaillé 4 heures sur son bureau le matin, 4 heures l'après-midi. Et on a vu que son taux de sucre était catastrophique, bien au-dessus de la norme, en rouge. Là, voilà. Même la nuit, ça restait au-dessus, alors qu'il était allongé. Et puis, si ce monsieur fait une rupture de la position statique, qui se lève toutes les 30 minutes et qui fait des exercices pendant 2 minutes, juste des flexions du tronc, eh bien, la même personne normalise en bleu le taux de sucre dans son sang. Donc c'est quand même incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que la nuit, c'est normalisé. C'est-à-dire que le mouvement que vous avez fait dans la journée, eh bien, la nuit, il y a une mémoire qui se met en place et toute votre physiologie se régule, s'auto-régule et mémorise la régulation. Donc c'est assez fantastique. Donc l'activité physique, on a vraiment une arme thérapeutique
incroyables qu'il faut absolument évoquer. Alors les mécanismes qui sont évoqués dans l'article, c'est de dire, ben voilà, quand on est assis, en fait, on a 60% du sang qui est dans les jambes, qui est en bas, et donc ça crée un peu de stress au niveau du cerveau. Donc c'est probablement qu'il y a des mécanismes d'inflammation et de stress qui expliquent ça, mais il n'y a pas que ça, hein. Moi, je crois beaucoup aussi au phénomène vibratoire, la contraction musculaire. Il y a le flux, bien sûr, sanguin, mais il y a plein d'autres choses qui doivent intervenir. Et ça, on a aussi de la chance. Encore une fois, je vous ai dit, la HAS, elle anticipe bien, mais il faut le mettre en place maintenant et il faut donner des moyens financiers parce que malheureusement, c'est ça, faire de la prévention, hein. C'est d'analyser et puis là, on met le paquet sur des trucs qui valent le coup. Et la prescription non médicamenteuse et notamment de l'activité physique, c'est vraiment un enjeu majeur. Nous, dans l'équipe, on travaille avec une petite application, une start-up française qui fait vraiment des vidéos de tutos qui sont super adaptés aux personnes obèses, donc on utilise pour tous les patients et qui sont assez remarquables. Alors, les autres innovations, on passera très vite, c'est ce qu'on appelle le ballon et l'endoscopie, c'est-à-dire que on va réduire la taille de l'estomac, mais en pliant l'estomac par des systèmes de suture, comme ça. Alors, c'est séduisant, c'est très à la mode, parce qu'on dit, mais on vous enlève rien, tout va bien, mais en fait, en vrai, on abîme quand même l'estomac. Et les résultats, ils sont beaucoup moins bons que les autres techniques que je vous ai présentées. Donc, ce n'est pas encore remboursé en tant que tel, même si ça peut le devenir. Mais c'est pas, voilà, c'est en cours d'évaluation, c'est réalisé, hein, c'est autorisé, la réalisation dans le cadre d'études. Mais voilà, c'est des choses. L'autre élément, c'est le ballon qui était séduisant intellectuellement. C'est-à-dire qu'on a une petite gélule, vous voyez, les gens avalent, on le gonfle par le petit tuyau, et puis ça grossit dans l'estomac et ça remplit l'estomac. Et puis, au bout de 4 mois, ça se résorbe et on l'élimine dans les selles. Donc ça, c'était une idée assez géniale, mais en fait, ça dure que 4 mois. Donc c'est un vrai problème. La maladie, je vous l'ai dit, elle est là pour toute la vie. Donc malheureusement. Et puis, l'enjeu de cette technique-là, c'est que bien sûr, ça ne marche pas très très bien. C'est pas encore remboursé. Et puis, ça ne le sera sûrement pas pour le ballon, je pense, parce qu'il y a pas mal de complications. Mais surtout, ça va abîmer votre estomac. Donc moi, cette notion de capital anatomique, chirurgicale, il est très important. Moins vous abîmez une structure d'organe, mieux c'est pour faire les choses après. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante. Quand on est dans les critères, il faut mieux faire des vraies techniques bien validées que de faire autre chose. Alors, pour finir, je voulais vous parler des nouveaux médicaments. Donc, on en parle beaucoup, médicaments miracles. Alors, malheureusement, ce n'est pas le miracle. C'est vrai que c'est nouveau, parce qu'on n'avait rien avant. Et les nouvelles molécules, la sémaglutide, l'iraglutide, sont des molécules qui marchent pas mal. Mais par contre, vous avez vu, ça marche beaucoup moins bien que la chirurgie, hein. Il n'y a pas de comparaison possible. Donc ça, il faut pas opposer les deux. C'est deux traitements qui sont plutôt complémentaires, à adapter en fonction de chaque situation, à mettre en place avec un médecin. Alors, ces nouvelles molécules, elles sont fantastiques, hein, ça fait plutôt pas mal maigrir. Alors, malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde, hein. C'est 50-60% des gens qui ont le traitement qui répondent. Donc, il y a 40-50% qui ne répondent pas. Donc, ça, c'est... Voilà. Et puis, surtout, quand on arrête le médicament, ben, hop, on regrossit tout de suite, hein. Donc, c'est un traitement qui est là pour la vie. Et ça, il faut le savoir. Et il y a un coût aussi de société derrière. L'autre élément, c'est que l'activité physique, eh bien, elle renforce encore l'effet du médicament. C'est-à-dire que vous voyez la courbe en bleu, ça c'est le médicament seul. Et bien, quand on rajoute de l'activité physique, eh bien, ça rebaisse le poids. Donc ça aussi, hein, il ne faut pas arrêter le traitement des facteurs aggravants, bien sûr, puisque ça va renforcer tous les traitements, la chirurgie, comme les médicaments. Bon, pour vous donner les effets indésirables, parce que malheureusement, comme tout médicament, il y en a, c'est surtout des nausées, des douleurs abdominales. Il y a des choses qui sont plus alarmantes et qu'il faut surveiller, c'est le problème de pancréatite. Donc ça peut être très grave. De problèmes d'opération de la vésicule sont beaucoup plus fréquentes. Donc là aussi, il faut prévenir les patients et se faire suivre correctement. Et un autre élément, c'est qu'il y aurait un peu plus de cancer de la thyroïde, notamment quand on a des antécédents. Donc là aussi, il faut que le médecin informe et surveille. Et puis, il y a eu des alertes, alors qui sont pas mal critiquées, mais il y avait un peu plus de taux de suicide dans certaines études. Parce que ces médicaments, c'est vrai que ça fait, disons, en France, ça fait 2 ans que c'est 2-3 ans que c'est sur le marché, mais c'est des médicaments qu'on utilise pour le diabète depuis plus de 20 ans, hein, donc on connaît bien les effets quand même, donc c'est pas des nouveautés. Et voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir finalement plutôt une sorte de blues chez le patient qui est nauséeux, c'est un coupe-faim,
Et donc, il faut savoir arrêter le traitement parce que des personnalités qui ont des tendances suicidaires peuvent parfois basculer. Donc, il faut être assez prudent et avoir un suivi. Donc, très rapidement, voilà les médicaments qui ont l'autorisation de mise sur le marché depuis, je vous dis, à peu près 2 ans pour certains, plus récemment pour d'autres. Des 27 d'indices de masse corporelle, on peut les prescrire, mais ils ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas encore remboursés du tout. Le tout dernier qui a été validé, c'est le concurrent et qui semble encore plus efficace que les autres, qui est assez remarquable en termes d'efficacité. Beaucoup moins que la chirurgie, mais quand même qui est intéressant. Et là aussi, pas de remboursement pour le moment. Le seul qui a un avis favorable de la HAS, tout récent, du mois de décembre, eh bien, c'est celui-ci, le sémaglutide, et qui, dans le cadre d'une étude, a montré qu'il y avait vraiment un intérêt pour les maladies cardiovasculaires notamment. Donc, vraiment, ne pas opposer chirurgie et médicaments, les réfléchir dans des équipes spécialisées, c'est ça l'enjeu. C'est pas un truc de mode pour être beau pour l'été ou pour être belle pour l'été, donc c'est vraiment très très important. Et puis, quand on est dans les indications de chirurgie, eh ben, il ne faut pas perdre son temps. Il faut se préparer comme il faut. Voilà, c'est très important. J'ai un dernier diapo avant la conclusion. J'ai pris mon temps. C'est cette notion de chirurgie métabolique, je voulais évoquer. C'est-à-dire que ça, c'est une grande révolution. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que des opérations chez des personnes qui ont des indices de masse corporelle pas très élevés, mais qui ont des diabètes incontrôlables, même avec les analogues du GLP-1, avec les nouveaux médicaments ou l'insuline, eh bien, chez ces patients-là, la chirurgie, elle fait des miracles. Et donc, la HAS a validé la prise en charge de ces malades des 30 d'indice de masse corporelle. Donc ça, il faut le savoir, depuis octobre 2022. Donc ça, c'est une grande... la France a pris de l'avance par rapport à pas mal de pays là-dessus. C'est plutôt bien. Et donc, pour conclure, c'est une maladie. J'espère que je vous ai convaincu. C'est de l'évidence. Moi, j'appelle à l'ALD, parce que ça, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'en France, on parle de maladie et la HAS, mais en fait, administrativement, c'est pas reconnu comme maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le statut ALD, affection longue durée, eh bien, il n'est pas donné à l'obésité. Et ça, c'est pas acceptable. Ça explique des horreurs. Par exemple, une femme qui se fait opérer pour sa maladie obésité, qui perd du poids, voilà, il y a la poitrine qui tombe, il y a vraiment un besoin de reconstruction. Eh bien, cette femme n'est pas remboursée de sa reconstruction, alors que l'homme est remboursé de la reconstruction. Juste parce que chez l'homme, la reconstruction de la poitrine, c'est forcément pathologique, alors que chez la femme, c'est forcément esthétique. Parce que, en dehors du cancer du sein, bien sûr. Mais donc, vous voyez, il y a des aberrations administratives qui font de la misogynie sordide. Et donc, ça, c'est vraiment des choses qui, pour moi, c'est une des clés de la reconnaissance de la maladie, de mettre la LD. Et puis dépister, bien sûr, je vous l'ai dit, calculer l'IMC. Les traitements, il ne faut pas avoir peur de la chirurgie parce que ça sauve la vie et que la maladie augmente et probablement les indications des opérations et que ces opérations, on vit très très bien avec. Enfin, c'est pas une vie horrible, donc on pourra en reparler après en aparté. Mais voilà, donc c'est primordial, ces 3 axes, dépister, déculpabiliser et soigner. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. C'est aussi très intéressant de se rendre compte qu'on est chacun des vecteurs de prévention, parce que là, on peut à notre tour porter le message. Et puis, je pense aussi, pour le public des enfants que vous avez cité, je pense aux infirmiers scolaires, médecins scolaires, s'il en reste. Là, tout le monde doit dépister, tout le monde doit informer, parce que là, il y a un combat de société très profond. Ça va prendre peut-être plusieurs générations, d'ailleurs. On l'a vu avec le racisme, avec l'homophobie, avec toutes ces... Donc là, ça commence finalement. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail. Merci. Donc là, je vous propose de passer aux questions. Mais alors, on a pris quand même beaucoup de retard. Donc, on va se limiter à 2-3 questions, sachant que de toute façon, ça se prolonge après. Voilà, il y aura donc la possibilité de... Voilà, et puis en plus, la possibilité d'une dédicace, puisque voilà, on a quelques livres. Voilà, donc, on a encore plein de choses à faire ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce qu'il fait le psychiatre dans votre équipe ? C'est primordial parce que c'est vrai que j'ai essayé de passer le plus vite possible, mais c'est vraiment la première étape
du parcours, d'être évalué par un professionnel. Donc, dans les recommandations, c'est psychiatre ou psychologue. À mon sens, il faut vraiment que tout le monde voit le psychiatre parce que si on est en dépression, si on a des troubles du comportement alimentaire sévères, il ne faut pas commencer le parcours pour faire la chirurgie. Il faut d'abord régler ces problèmes-là avant toute chose. Donc, le psychiatre, il va dire parcours long, parcours normal. Donc c'est vraiment un point très très important à mon sens, et on a la chance d'avoir un super psychiatre en plus, le docteur Groens, qui est vraiment remarquable et qui connaît bien le sujet depuis longtemps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui s'intéressent au sujet, même si j'appelle, mais c'est très important pour nous, ouais, d'avoir ce tri finalement de OK pour avancer. Et en post-opératoire, effectivement, alors malheureusement, il n'a pas les moyens d'assurer des suivis pour tout le monde, mais il peut y avoir des situations difficiles. Il y a une transformation physique, vous l'avez vu un peu sur les photos, c'est-à-dire que tout change, on est regardé différemment, on se perçoit dans la société différemment, donc il y a une réacceptation de son corps qui est complexe et qui peut avoir déséquilibrer des maladies d'ordre psychiatrique qui sont latentes. Donc il faut avoir cette disposition. La psychologue peut assurer le suivi, bien sûr, et on en a deux qui gèrent tout ça dans l'équipe. Mais voilà, le psychiatre, il a aussi sa place après, surtout quand il y a des dépressions. Par exemple, moi, j'ai le souvenir d'un patient qui était effectivement très impressionnant, et c'était la star avec son gabarit dans le quartier. Tout le monde lui payait le coup, le truc, c'était le gros du... Voilà. Et il a maigri, il a perdu plus de 90 kilos, donc c'était une transformation physique, et il est rentré en dépression vraiment très sévère parce qu'il a l'impression de plus exister, de plus être lui-même. Donc il avait tellement construit son personnage social autour de son physique que ça a été très difficile pour lui alors que il était en meilleure santé, alors que c'était positif d'un point de vue sur le déplacement surtout, mais voilà. Donc c'est important, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair et très très riche. Par rapport à votre conclusion sur les 3 urgences, je me demandais pourquoi vous ne rajoutiez pas la prévention, en fait, prévenir. Alors oui, pour la maladie obésité, c'est très complexe parce qu'on met vite le pied dans la stigmatisation, parce que la prévention, alors il faut bien avoir, moi je suis responsable de la prévention dans le groupe Pasteur Mutualité, donc c'est un point essentiel pour moi, et où je suis tout à fait sensible, mais plutôt en fait ce que je veux dire, c'est une prévention secondaire, en fait, c'est le traitement. La prévention primaire, c'est d'éviter l'apparition de la maladie, et donc en fait on ne sait pas trop comment éviter l'apparition de la maladie, puisque les causes sont compliquées. Agir sur les causes en direct, on n'a pas encore les outils et on ne connaît pas tout. Par contre, agir sur la population malade, donc de les soigner pour éviter des transmissions, pour moi, c'est plutôt une prévention secondaire, donc c'est le soin qui fait partie de cet axe prioritaire, à mon sens, en plus du dépistage, parce que si on ne sait pas qu'on est malade, on ne peut pas se faire soigner. Donc déjà, faisons ça, mais la prévention, bien sûr, la lutte contre les facteurs aggravants de la maladie, c'est une prévention un peu hybride, parce que ça ne va pas diminuer l'incidence de la maladie, on le voit, hein. Le plan santé-nutrition, ça fait plus de 20 ans qu'il est en place, et c'est une fierté française, c'est bien, hein, mais en fait... c'est zéro, quoi. Ça n'a aucune efficience sur l'incidence de la maladie, sur la diminution. Pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'en fait, on utilise un axe qui n'est pas le bon pour faire de la vraie prévention, d'éviter l'apparition de la maladie. On va un peu éviter l'aggravation de la maladie, mais... Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand on a bien dichotomisé les causes et les facteurs aggravants, ça devient plus clair. Parce qu'on est tous éduqués comme ça, de dire, voilà, quand même, s'il y avait moins de sneakers, enfin, je donne des trucs commerciaux, mais s'il y avait moins de coca ou des sodas, si on en buvait moins, il y aurait moins d'obésité. En fait, il y aurait moins de révélations de stades graves. Enfin, vous voyez, ça ne va pas diminuer l'incidence de l'obésité en tant que telle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en grande obésité et qui font bien. Et il y a même des gens qui sont en carence, c'est assez fréquent, avec des carences vitaminiques en situation de grande obésité. Donc ça, il faut vraiment couper la tête à ces dogmes qui sont stigmatisants et puis qui nous amènent dans une erreur de prise en charge, à mon sens. Juste une question sur les rechutes éventuelles ou les taux de rechute, ça correspond à quoi? C'est très faible?
Alors c'est vrai, et ça c'est un point important, c'est-à-dire que la réussite du traitement, notamment pour la chirurgie, et puis le reste c'est encore pire en termes de rechute, eh bien on est de l'ordre de 40-50% à 10-15 ans. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même important, mais c'est quand même bien, parce qu'il y a 50% des gens qui sont contrôlés et soignés, et guéris, on n'est jamais vraiment guéri, mais donc, et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que le gain, il reste là. C'est-à-dire que les années qu'on a gagnées de vie, elles restent gagnées. Ça, c'est un point très fort. Et le taux de rechute, à mon sens, il est surtout lié, on le voit, c'est ce que je disais, les critères d'échec, à la qualité du suivi. Et ça, là, il faut plus de moyens. Par exemple, en France, on a des recommandations, on a plein de choses, mais le remboursement des vitamines qui sont vitales pour ces patients opérés. Un bypass, si on n'a pas de vitamines, on peut faire une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke avec des déficits en vitamine B1, et c'est une catastrophe. Donc ça peut être très grave. Eh bien, c'est pas remboursé, ça. Donc ça, c'est quand même pas normal. Donc les suivis, les consultations de suivi diététique, psychologique, on l'a un peu évoqué, c'est essentiel pour équilibrer les malades. Eh bien, ça, c'est pas non plus remboursé dans cette maladie. Parce qu'au final, elle n'a pas l'ALD, je reviens sur mon truc. Dès qu'on reconnaîtra ça, on pourra décliner des chapitres autour de cette prise en charge. À mon sens, c'est une des clés pour augmenter la qualité de prise en charge. Oui. Donc la rechute, c'est des choses qui peuvent arriver, bien sûr, qui sont assez fréquentes, mais quand on est suivi, c'est beaucoup, beaucoup moins fréquent. Et ça, ça fait partie des enjeux pour l'avenir. Oui. Écoutez, un grand merci. Je vous propose de nous retrouver le 2 avril prochain pour un autre pitch qui portera cette fois-ci sur... enfin, je vais vous dire son titre, en fait. Ça va être plus parlant. Ça va être « Demain, tous centenaires ». Et après, on n'est pas encore décidé entre le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Voilà. Merci. Et donc, rendez-vous le 2 avril prochain. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.